Seconde partie de Point Virgule, le magazine du livre sur Guissen TV. Je reçois aujourd'hui Roland Dajoux. Roland Dajoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine médecin, gynécologue. Vous êtes l'un des pionniers en France dans le domaine, je crois, de l'insémination artificielle, c'est bien Oui, ça? oui, toutes les procréations médicalement assistées, la PMA. Mais vous êtes également un Israélien engagé dans la vie politique du pays et vous réfléchissez beaucoup au rapport entre Israël et le monde musulman, le monde arabo-musulman. C'est l'objet d'ailleurs de votre dernier livre, pas les rapports entre Israël et le monde musulman, mais plutôt les rapports entre le monde musulman et le monde occidental. Le livre est d'ailleurs titré Quand l'Occident s'éveillera. C'est bien évidemment une référence au livre d'Alain Peyrefitte sur la Chine. Tout à fait. Quand la Chine s'éveillera. Alors, pour aller vite, lorsqu'on lit ce livre, on a l'impression d'un très fort sentiment de pessimisme sur la possibilité tout simplement de relations pacifiées entre le monde occidental et l'islam. Disons que mon livre n'est pas pessimiste, puisqu'il se termine bien. C'est pour ça que le lecteur doit aller jusqu'au bout pour comprendre que mon propos n'est pas pessimiste. Il y a manifestement un défi de l'islam vis-à-vis du monde occidental. Depuis les attentats de New York en 2001, eh bien, on s'est rendu compte que l'islam avait lancé un défi à l'Occident. Et on a vu fleurir, après ce drame, des tas de livres sur le Coran, sur l'islam, écrits par des musulmans dits modérés, qui ont présenté un islam aimant la paix, tolérant, universaliste. Et selon vous, cet islam-là n'existe pas, c'est un leurre? Pas du tout. Cette définition existe, mais dans le sens de l'islam. C'est-à-dire que pour l'islam, il est universaliste à partir du moment où le monde deviendra musulman, il est tolérant à partir du moment où les gens se soumettent à l'islam. Donc je crois que le but de mon livre, c'est de donner quelques clés pour comprendre l'islam des origines, l'islam fondamentaliste, qui est celui auquel reviennent les gens qu'on appelle les wahhabistes, les salafistes. En réalité, ils n'ont pas inventé une nouvelle religion, ils ont décidé de revenir à l'islam des origines. Et pour eux, comme pour tout musulman, Mohammed est l'exemple à suivre. Et sa vie que je raconte est une illustration des luttes qui se passent d'abord entre les tribus, puisqu'il y a dans l'islam, il y a une notion de tribal qui persiste. Et une notion tribale et une notion de séparation, de distinction très nette et très claire entre ce qu'on pourrait qualifier de terre musulmane et le reste du monde qui n'est pas soumis à la domination musulmane, mais qui est appelé à le devenir. Hein, c'est bien ça. Fait. Pour l'islam, voilà une illustration de son universalisme. L'islam, la terre est divisée en deux. Ce qu'on appelle le Dar el-Islam, c'est-à-dire tous les territoires du monde qui sont sous domination politique, religieuse, militaire de l'islam. Et le reste du monde s'appelle Dar el-Kharb, c'est-à-dire la maison de la guerre. Et entre les deux, le djihad, cette guerre permanente, permet d'aboutir, et c'est là où le paradoxe, au Dar el-Salam, c'est-à-dire la maison de la paix, mais à partir du moment où tout le monde sera islamisé. Alors, vous n'avez pas craint, en écrivant ce livre, de dresser un portrait peut-être un petit peu trop homogène du monde musulman en général, parce que vous avez évoqué l'islam modéré comme étant un petit peu finalement un islam faussement modéré. Est-ce que vous n'avez pas peur de mettre, je ne sais pas combien exactement il y a de musulmans au monde, mais certainement autour d'un milliard, je crois. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Vous n'avez pas peur de mettre toute cette partie-là de l'humanité dans le même sac, qui serait extrémiste, combatif, djihadiste? Il y a plusieurs confusions à éviter. D'abord, l'aspect individuel et l'aspect collectif. À l'échelle individuelle, il y a des musulmans modérés, il y a des musulmans qui rejettent leur religion, qui s'éloignent de leur religion, et des musulmans qui se rapprochent de l'islam des origines. Première confusion, donc ne pas faire d'amalgame entre l'aspect individuel et l'aspect collectif. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, un défi net. Nous avons affaire. Quel est le problème? Nous avons le problème non pas avec ces musulmans modérés, mais avec ces musulmans qui veulent revenir à l'islam des origines. Et la deuxième confusion qu'il faut éviter, il faut savoir que l'islam, c'est une foi, une loi et un droit. En ce qui concerne la foi, nul n'a le droit de critiquer la foi de l'autre. Il faut respecter la foi des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, etc. Par contre,
c'est là où il faut comprendre le fondement de l'islam. L'islam est aussi une loi et un droit. La loi, c'est la charia, qui s'applique évidemment aux musulmans, mais qui a la prétention aussi de s'appliquer aux chrétiens et aux juifs. D'où la complexité, selon vous, des relations entre les populations immigrées de confession musulmane en Europe, qui sont, on le sait, de plus en plus nombreuses, et les cultures d'accueil occidentales. C'est l'objet de votre livre. Et là aussi, sur ce plan-là, vous dressez un portrait ou un tableau plutôt assez noir. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que cette immigration musulmane dans les pays occidentaux fait partie de l'histoire de l'islam. L'islam est par définition conquérant de territoire, conquérant de nouveaux musulmans. À la différence près que les populations musulmanes que l'on trouve aujourd'hui sur le sol européen sont arrivées en Europe, pas vraiment pour des motivations d'irandétisme musulman, mais tout simplement pour trouver de meilleures conditions de vie. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais l'évolution actuelle montre qu'il y a une réislamisation de ces populations. Et ceci n'est pas un fait du hasard. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, qui a dans ses buts non seulement cette immigration volontaire des pays occidentaux, mais une réislamisation de ces populations. C'est-à-dire qu'on voit manifestement le fait de voir le nombre de mosquées qui se développent dans tous les pays d'Europe montre bien que ces musulmans retournent, et c'est normal, à leur religion d'origine. On peut imaginer un autre scénario, Roland Dajou. On peut imaginer que les pays européens occidentaux réussissent à faire partager leurs valeurs de démocratie, de tolérance, de libéralisme aux populations nouvellement arrivées issues du monde arabo-musulman. L'Occident a accueilli ces populations, d'abord pour des raisons économiques au début, parce que c'était une main-d'œuvre qui était beaucoup moins chère, mais avec la réunion des familles, il y a eu de plus en plus. Maintenant, il y a une immigration qui n'est pas plus du tout économique, elle est une immigration pour sortir des problèmes dans les pays musulmans avoisinants. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un pays d'accueil, la France, puisque on parle de la France, et des gens qui sont accueillis. Les Juifs, par exemple, ont été accueillis dans de nombreux pays et ont toujours été reconnaissants envers le pays d'accueil. Actuellement, on assiste à une revendication de l'identité musulmane qui doit, c'est-à-dire le pays d'accueil doit s'intégrer à ces nouveaux immigrants. Et c'est là que le problème va se poser. Jusqu'à présent, ces populations n'ont posé aucun problème. Mais à l'heure actuelle, de plus en plus, on voit qu'il y a des tensions qui se produisent parce que les musulmans veulent vivre comme ils sont chez eux, mais dans un pays d'accueil. Y compris les nouvelles générations, y compris les musulmans nés sur le sol européen. Tout à fait. Cette nouvelle génération, d'abord, les prénoms sont conservés, ce qui prouve bien... Il faut distinguer deux choses aussi. Il y a une autre confusion à éviter, c'est la nationalité et l'identité. La nationalité est accordée par le pays d'accueil et on peut avoir différentes nationalités. Je suis par exemple un binational, je suis français et israélien. Mais l'identité, elle, est quelque chose de permanent, d'immuable, et il est normal qu'un musulman revendique son identité musulmane. Quand c'est dans un pays musulman et qu'il vit selon ses coutumes, selon sa religion, il n'y a aucun problème. Mais lorsque le nouvel immigrant, même si c'est la deuxième ou la troisième génération, se revendique de son identité qui est étrangère au sol de la France et qui veut imposer son identité à ce pays d'accueil, c'est là où commencent à se poser les problèmes. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus un réveil de l'identité nationale, même si cela peut paraître... Alors, en l'occurrence, c'est pas vrai. Peut-on parler d'une identité nationale concernant la population musulmane, puisqu'elles sont issues de différentes nations? Non, je veux dire nationale de la française. Les pays d'accueil de la France. La France, la France, par essence, est un pays chrétien. Et les Juifs l'ont bien senti. Et très laïque aussi, quand même. Il est devenu laïque, mais il est de toute façon profondément chrétien. Et la laïcité, puisque vous utilisez ce terme très important, est incompatible avec l'islam. C'est un blasphème. La laïcité, c'est le gouvernement de l'homme par l'homme. Or... De la même manière, la laïcité était
incompatible avec la chrétienté pendant de nombreux siècles. La chrétienté a réalisé mais ensuite, son il y a eu ce qu'on appelle adaptation. l'enterrement des chrétiens qui n'a pas encore lieu pour l'islam. C'est peut-être là d'ailleurs toute la question. Alors, il faut souhaiter... Est-ce qu'on peut effectivement souhaiter, espérer, est-ce que c'est possible, probable, que l'islam opère un processus de réforme interne? Et quand on dit islam, quand on parle d'islam, et le temps passe vite, donc ce sera peut-être ma dernière question, il y a quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, c'est ce conflit très rude entre le chiisme et le sunnisme. Hein. Les rapports géopolitiques à l'intérieur du Moyen-Orient aujourd'hui sont en grande partie déterminés par ce conflit. Et vous abordez un point extrêmement important. Le plus grand ennemi de l'islam, c'est l'islam lui-même, avec ses tensions internes. C'est un véritable schisme qui s'est produit entre les sunnites et les chiites. Simplement, ils sont unis lorsqu'il s'agit, notamment, puisque nous sommes en Israël, de lutter contre Israël. Là, ils sont unis. Mais il y a des tensions très importantes. Donc, finalement, moi, je voudrais terminer sur, si vous permettez, sur une note optimiste, parce que justement, dans notre tradition hébraïque, il va y avoir une réconciliation avec l'islam. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'islam et les Hébreux, les Juifs, vont se réconcilier, comme il est dit dans la Bible hébraïque, quand Abraham est décédé, ses deux fils, Yitzhak et Ismaël, se sont recueillis sur sa tombe. Donc mon livre montre qu'il faut voir la vérité en face, étudier l'islam dans ses fondements, comprendre qu'il y a un danger de laisser cette religion devenir prédominante, vouloir imposer et devenir dominatrice finalement des pays d'accueil, mais en ce qui concerne la relation entre juifs et chrétiens, juifs et musulmans, tout cela peut s'arranger, on le verra chez nous en Israël, et je souhaite maintenant apporter ma contribution en tant qu'Israélien pour expliquer à l'Occident quel est le danger, comment le combattre, comment l'éviter. On a quand même réussi à terminer sur une note d'espoir. Merci beaucoup, docteur Roland Dajou. Et je rappelle le titre de votre ouvrage « Quand l'Occident s'éveillera » que je montre à l'écran, voilà, aux éditions Percé. Merci beaucoup, docteur Dajou. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Point Virgule. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur XN TV. À très bientôt.